France Maghreb 2. À la une du Grand Forum pour ce jeudi 10 octobre, après avoir appelé à une manifestation pour dénoncer le caractère terroriste de Michael Harpon, le tueur de la préfecture de police de Paris, Adama Traoré a été placé en garde à vue et son domicile a été perquisitionné. Cela est-il justifié? Selon vous, on en parle avec Yasser Louati, Céline Bory et Ossine Ras. Dans quelques instants avec vous aussi au 01 40 33 9000. En débat également, l'offensive turque en Syrie, la France a-t-elle un rôle à jouer? C'est la question qu'on pourra éventuellement se poser tout à l'heure. En débat également, Tunisie, analyse des résultats définitifs des législatives et la libération de Nabil Karoui à 3 jours du deuxième tour de la présidentielle et du débat annoncé pour demain soir, débat entre les deux candidats. Le zapping, les infos zappées et évidemment le quiz en fin d'émission. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Le coup de cœur aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Et pour en parler avec nous, Mika Kanan qui est militante. Bonjour Mika Kanan. Bonjour, merci. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Alors Mika Kanan, pour évoquer avec vous la tenue d'un débat qui se déroulera mercredi prochain, le 16 octobre, à la mairie de Saint-Denis, autour du cas de la journaliste âgée de 28 ans, journaliste marocaine, qui a récemment été condamnée pour avortement illégal et rapport sexuel hors mariage, selon l'article 490 du Code marocain. L'occasion est donnée, vous en est donnée en tout cas avec d'autres personnes, des collectifs aussi, de pouvoir organiser un débat sur la condition des femmes marocaines. C'est bien cela ? Tout à fait. Nous ne pouvions pas garder le silence sur l'autre continent. Et c'est vrai que pour nous, femmes d'origine maghrébine, nous tenions à soutenir Hajar Ressouni, mais aussi à dénoncer la condition des femmes, soutenir le droit à l'avortement, à la liberté individuelle. Donc c'est pour ça qu'on se réunit le 16 octobre. Et par la suite, il y aura probablement un rassemblement, une manifestation. Tout cela pour bien sûr soutenir Hajar Ressouni et lui permettre aussi une libération. Alors que nous comprenions bien de quoi il s'agit, est-ce qu'il s'agit surtout de soutenir Hajar Ressouni ou alors d'essayer d'influencer, de faire évoluer, changer les lois au Maroc? Mais pour moi, ça porte sur ces deux aspects-là. Bien entendu, il y a à la fois l'aspect de la loi, mais il y a aussi ouvrir le débat dans le domaine public, puisque pour moi, on ne pourra l'un et l'autre sont indissociables. Il y a à la fois le débat public et je dirais soulever toute pudeur en ce qui concerne le débat autour de la sexualité, de la liberté sexuelle, de la liberté individuelle, et à la fois, bien sûr, Hajar Ressouni, c'est un symbole pour moi de la femme et cette condamnation, bien sûr, n'est pas. Petite question quand même qui n'est pas anodine, mais vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc est un pays musulman et que selon la religion, l'avortement est interdit. Tout à fait, sauf qu'il y a la réalité, et la réalité c'est qu'au Maroc aujourd'hui, il y a 600 à 800 avortements clandestins par jour. Oui. Ce sont des chiffres absolument affolants, et on ne parle pas assez aussi de l'infanticide, de la condition de ces femmes qui se retrouvent enceintes et qui sont livrées à elles-mêmes, Oui. des associations qui œuvrent pour aider ces femmes. Donc à la fois il y a ce pays dit musulman, mais à la fois il y a la modernité et l'adaptation, je dirais, de vivre avec la réalité du terrain. Donc pour vous, ça serait d'évoluer vers la modernité que d'autoriser les femmes à procéder à un avortement, d'avoir des rapports sexuels hors mariage? C'est une question vraiment pas de jugement. Hein. Oui, tout à fait. Pour moi, il y a aussi l'aspect de la prévention. Il y a tout cet aspect de l'éducation qu'il faut développer aussi. À la fois, il y a la loi qu'il faut changer, mais encore une fois, il y a tout ce travail de l'éducation qui doit être œuvré pour pouvoir faire évoluer le pays et permettre, je dirais, d'éviter des avortements. On peut le concevoir comme ça. Alors il y a des choses quand même qui ont évolué au Maroc, par exemple le fait qu'une femme qui ait été violée était obligée d'épouser son violeur, tout ça c'est fini. Tout à fait, mais ça n'empêche que aujourd'hui le débat autour de l'avortement, des relations sexuelles hors mariage est un sujet tabou et je souligne la démarche, le manifeste de Leïla Slimani et de Sonia Terab, le manifeste des 490 intellectuels qui
œuvrent pour dénoncer et pour apporter une évolution à ce sujet, c'est vrai que on est encore loin de ce modernisme qu'on imagine en vitrine, qu'on voit en vitrine. Alors on rappelle la tenue de ce débat, c'est mercredi prochain, le 16 octobre, à partir de 18h30, c'est cela ? Tout à fait. Salle de la Résistance, de place du Caquet à Saint-Denis. Et toutes celles et tous ceux qui ont envie d'y participer pour apporter sa petite pierre à l'édifice sont les bienvenus donc ce mercredi 16 octobre à Saint-Denis. Merci beaucoup Mika Kanan. Merci à vous. À très bientôt. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. On a un petit souci informatique, voilà. En tout cas, j'espère qu'on nous entend. Tout va bien. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le Grand Forum, jusque 18h avec, oui, ils sont là. Ossine Ras. Bonjour Ossine. Vrai. Oui, pourquoi il y en a un faux? Non, on sait jamais, c'est ce qu'ils aiment bien dire, les gens qui se la racontent. Je voulais me raconter un peu. Non, je rigole. D'accord, très bien. Comment ça va Ossine? Ça va, tout le monde, bonjour. Bon. Ma chère Céline, bonjour Céline. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, ça va très très bien. Voilà. Alors, là il faut absolument qu'on vienne me dépanner, j'ai plus rien. Moi j'ai plus de contrôle sur rien. Voilà. 01 40 33 9000, j'ai plus de pub, j'ai plus rien. Donc tout va bien. J'ai rien fait du tout. Ah non, j'ai rien fait du tout, monsieur. Si. La preuve, regardez, il s'est arrêté tout seul. Voilà, les micros ça marche, donc ça c'est déjà bien. On nous entend à la radio, ça c'est magique. On entend aussi, on entend aussi Monsieur Ahmed. Oui, absolument. Alors on va peut-être mettre une petite musique, le temps qu'on répare tout ça. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, tout va bien, et on se retrouve donc dans un instant, le temps qu'on répare tout cela, du moins je l'espère, sur votre radio France Maghreb 2. Tiens, on va s'écouter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté la charmante voix de Ménel. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Dites donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Monsieur Louati qui a foutu le bazar, c'est ça? Peut-être, allons savoir. Bonjour Monsieur Louati. C'est comme chez la maison Louati, dès qu'il y a un problème on appelle Yasser. Voilà, c'est ça, Yasser est arrivé, voilà, tout va mieux. Tout va mieux. Yasser, merci. Bon, alors, là tout va bien, on nous entend bien, c'est parfait, nickel. Bon, merci d'être avec nous. Écoutez, s'il n'y avait pas de mésaventures, s'il n'y avait pas de technique, on serait perdu finalement. Allez, il faut bien mettre un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit, avec Ossine Ras qui est toujours avec nous, avec Céline Bourri, avec Yasser Louati. Donc c'est donc parti, on va pouvoir y arriver normalement, tout va bien. On parlait, chers amis, de Adama Traoré. Vous connaissez Adama Traoré, tous ce militant du côté d'Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, oui. La révolution est en marche. Elle est en marche direction garde à vue pour lui depuis hier soir, puisqu'il a voulu organiser une manifestation aujourd'hui à Gonesse. Alors, c'est très important d'expliquer sa démarche, même si elle est un peu difficile à comprendre. C'est non pas pour soutenir le tueur de la préfecture de Paris, Michael Harpon, mais pour contester le caractère terroriste qui lui a été prêté. J'ai bien compris, Céline, c'est ça? Oui, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai été sur la page Facebook d'Adama Traoré, parce que contrairement à ce que relaient tous les médias, tous les articles qu'on peut voir qui sont titrés que c'était une manifestation, donc à l'appel d'Adama Traoré, que cette manifestation était organisée pour soutenir Michael Harpon. Moi, ce que j'ai vu sur sa page, c'était pour dénoncer la désinformation vis-à-vis de cette tuerie. Semblerait-il que Adama considère qu'il ne s'agisse pas d'un acte terroriste en tant que tel, mais que Michael Harpon ait pété les plombs parce qu'il se sentait stigmatisé de par son handicap, qu'il avait été freiné dans son évolution professionnelle. Et moi, ce que j'ai lu, en tout cas, c'est qu'il dénonçait ça et qu'il contredisait le caractère terroriste en fait de ce massacre. Par contre, il a appelé il a évoqué ses condoléances à l'égard des victimes. Il a condamné l'acte en tant que tel. Voilà, mais c'est vrai que tous les articles qu'on peut voir, que ce soit à la télévision, sur les chaînes d'information ou la presse écrite, parlent d'une manifestation de soutien à l'égard de Michael Harpon, ce que je n'ai pas vu sur la page d'Adama Traoré. C'est ça. Alors, d'où la question aujourd'hui, est-ce que la garde à vue et la perquisition qui a été faite hier soir à son domicile est-elle justifiée selon vous? Alors, j'ai pas encore tout à fait regardé pour vous dire la vérité, parce qu'on était occupé avec les problèmes techniques, les résultats du sondage. Si d'ailleurs Céline peut le faire, ça m'arrangerait. On est sur du non presque à 70%. Du non à 70%. Il y a des gens qui anticipent. Non, parce que j'ai voté moi-même. D'accord, oui, c'est pour ça, voilà. Donc, j'ai vu le résultat s'afficher. Mais forcément. Franchement, alors, au-delà effectivement de l'explication, la démarche, on peut en parler de la démarche, Yasser Louati. Est-ce qu'elle est entendable, cette démarche? Au lendemain de l'attentat qui a été récupéré, non. D'ailleurs, c'est même pas un attentat, puisque c'est, comme tu le dis, une personne qui a pété les plombs pour
pour avoir été stigmatisé, que des promotions lui étaient refusées en raison de son handicap. Donc immédiatement après, la force de frappe médiatique aussi bien de l'État que de ses relais est beaucoup trop importante. Ouais. C'est pour ça que maintenant je commande plus à chaud tout ce qui attaque. À chaud je ne commande jamais. Ouais. Ossine. Avant tout, avant de penser est-ce que c'est défendable ce qu'il a dit ou non, moi je pense qu'il faut revenir aussi sur un truc qui nous intéresse beaucoup, c'est sur la présentation qui est faite dans les médias justement d'Adama Traoré. Moi je trouve qu'on lui donne une image très réductrice, malgré ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Parce que voilà, je voudrais séparer les propos de ces derniers jours avec la personne en elle-même. On le réduit vraiment à une simple... Alors pour ceux qui le stéréotypent pas avec des mots comme proche des réseaux islamistes, etc., alors que ce n'est pas le cas, on le sait pour la plupart, en tout cas à ma connaissance, mais d'autres images qui donnent une présentation assez simple, qui disent voilà que c'est un jeune engagé qui est représentant des quartiers populaires. Déjà d'une, ça n'est pas ça et ça n'est pas que ça en même temps. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une personnalité politique qui s'est présentée, qui a eu l'audace quand même de se présenter aux élections européennes, malgré le faible score qui a été fait. Ouais. Il a malgré une faible médiatisation aussi, puisque à cette époque-là, lorsqu'il s'est présenté avec son groupe, ils n'ont pas eu de médiatisation du tout, même presque, puisqu'on n'a pas entendu son nom cité à la télé ni rien. Voilà, il y a une image très réductrice qui est faite de lui. On revient pas sur son parcours, sur la genèse de l'apparition du côté militant d'Adama Traoré, les affaires qu'il a eues justement avec sa municipalité à Aulnay-sous-Bois au tout début, où il a été mis à pied parce qu'il a entravé son devoir de réserve, et donc voilà, ça démarre de là. Et il y a toute une personnalité négative toute une image négative qui est donnée de lui dès le début dans les médias, et c'est ça que je cautionne pas. À partir de là, même l'opinion publique ne peut même plus juger l'affaire Adama Traoré comme elle se doit. Adama Traoré, le militant, mais est-ce que c'est entendable, je veux dire, au lendemain effectivement de ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris? Justement, on connaît Adama Traoré pour ses erreurs de communication, de stratégie de communicative. Pourquoi ? Parce que c'est pas la première fois où il fait une erreur. Il aurait dû peut-être, s'il a des informations ou si c'est des choses que l'opinion publique ou les médias, etc., ne savent pas encore, qu'il prépare ça bien. Et comme on a dit juste avant, juste au lendemain des attentats, juste par respect pour les victimes et pour ce qui s'est passé, on devrait patienter un petit peu. Alors il est vrai que c'est encore une communauté qui est stigmatisée, toute une religion qui est remise en cause par les médias et des personnes qui s'inventent spécialistes du monde islamique, encore une fois, etc. Là, pendant des jours et des jours, on nous rabâche avec l'affaire de la préfecture. Or, il s'est passé plein de choses. Il y a eu une fusillade au McDo de Garges-les-Gonesse où le rappeur Samat est décédé. Oui. La veille, 2 jours avant, il y a le jeune Ibrahima qui est décédé à Villers-le-Pelle, paix à son âme, le jeune sarcellois en moto, sûrement par la police d'ailleurs. Donc voilà, tout ça. Qui n'ont pas appelé le SAMU et plein d'autres, on aura l'occasion d'y revenir. Enquête en cours. Voilà, enquête en cours, mais peut-être qu'on pourra apporter quand même certains éléments juste après. Voilà, en tout cas, ça a été balayé pendant des jours, on parle que de ça. Aujourd'hui, on retrouve une clé USB chez la personne, chez Michael Harpon, voilà, chez Michael Harpon. Ouais. Avec plein de noms de policiers, etc. Moi, je me pose une question par rapport à cette affaire, sans parler d'Adama Traoré. La personne, elle est fraîchement reconvertie à l'islam. Elle a passé des années dans une autre religion, voire dans l'athéisme, peut-être. Elle a passé des années dans la police. Pourquoi ce serait quelques mois dans la religion musulmane qui l'aurait mené à faire ça ? Est-ce que c'est pas toutes ces années qu'il a passé dans une autre voie ou dans une autre profession, etc. Voilà, c'est ce côté-là qui m'intéresse. Après, Adama Traoré, il est en garde à vue. Moi, je trouve que c'est abusé pour la perquisition, etc. Malgré ce qu'il a dit, on sait très bien qu'il a rien à cacher. C'est quelqu'un qui est public, etc. Donc voilà. Oui, mais il fallait envoyer un message. Je veux dire, on sait comment ce qu'il a réagi. C'est comme les perquisitions post-novembre 2015. Ce qui avait été dit par une des préfectures d'Île-de-France, c'était soyez patients, chers musulmans, on doit envoyer un message, etc., etc. Sauf que là, encore une fois, on a franchi un cap. Pardon, Yasser. On a franchi un cap là. Vous avez le ministère de l'Intérieur qui, lors de la commission parlementaire mardi à l'Assemblée nationale, qui vous donne des signes pour détecter une personne radicalisée. Parmi ces signes. Ces signes ne sont pas nouveaux, Christophe. Non, ils sont pas nouveaux. Ils sont déjà à la campagne Stop Djihadisme. Mais là, maintenant, un ministre de l'Intérieur les énumère de la sorte, c'est-à-dire pratique de la religion pendant le Ramadan. D'ailleurs, on avait le député hier, El Guirab, qui lui a fait remarquer que pendant le Ramadan, effectivement, on va un peu plus à la mosquée que le reste de l'année, notamment avec les prières de Talawi. L'histoire de la barbe. Du refus de faire la bise aux femmes. Du refus de faire la bise aux femmes. Tache sur le front. La tache sur le front, Yasser. Mais là, on a franchi un cap. On a franchi un cap. Je veux dire, le ministre de l'Intérieur le dit maintenant. Non, mais me dire ça à moi en présentant ça comme un nouveau cap, ça fait des années que je dénonce justement cette association explicite entre pratique de la religion musulmane et terrorisme.
Je rappelle qu'en 2007, j'avais déjà publié mon rapport sur l'islamophobie en France, que j'avais déjà interviewé plusieurs experts, dont Dr Francesco Ragazzi, chercheur à l'université de Leiden en sécurité internationale, qui disait que la théorie du loup solitaire, qui consiste à faire le lien entre une personne qui commet un acte criminel en criant Allah Akbar, est complètement démontée par les faits et par toutes les études sérieuses. L'autre point qui pose problème, c'est que le terme radicalisation lui-même n'est pas pris au sérieux par le Sénat. Dans le même rapport que j'écrivais en 2017, je reprends les propos des deux rapporteurs dont j'ai oublié le nom, qui disaient que le terme radicalisation a été adopté, est une notion ambiguë, je les cite parce que je le connais par cœur, le terme radicalisation est une notion ambiguë adoptée sous la pression des événements. Donc déjà, au sommet de la hiérarchie législative, on a des rapporteurs qui vous disent radicalisation n'a pas été définie. Troisième point, le terme radicalisation n'est jamais appliqué aux suprémacistes blancs qui partent s'entraîner dans des camps en Ukraine, qui ouvrent des camps en France, qui préparent des attentats contre des musulmans en France. Il s'applique encore moins aux jeunes juifs qui sont enrôlés par l'armée israélienne pour commettre des crimes de guerre en Israël. Donc on voit bien qu'il y a une politisation du terme radicalisation. Or aujourd'hui, c'est officialisé. Je prends encore l'exemple par exemple de Éric Loez, qui était le chef de cabinet du préfet d'Eure-et-Loir. Et il vous dit, je le cite encore une fois, nous avons perquisitionné les personnes qui étaient visiblement pratiquantes. Ça veut dire les hommes qui portent une djellaba, les femmes qui portent un foulard, ou les hommes qui portent une barbe. Tout ça était déjà appliqué sur le terrain. Maintenant, ce qu'il faut aussi saisir, c'est que Castaner est acculé en tant que ministre de l'Intérieur pour son incompétence, que personne ne le prend au sérieux, que la crise des Gilets jaunes fait rage depuis plusieurs mois, et que ce qu'on appelle les bavures policières. Exactement. Donc aujourd'hui, ça lui permet de se racheter une consistance politique, comme l'a fait Manuel Valls avant. Qui a pris Manuel Valls au sérieux? Non, il fallait bien avancer dans l'outrance. Aujourd'hui, malheureusement, moi, ce qui m'énerve, là, je m'emporte sur le hashtag qui a été lancé hier ou avant-hier sur Signal un musulman. Faut pas oublier que dans ce même pays, on a quand même eu Signal un juif, avec les conséquences que ça a eu. Et la plateforme... aussi balance ton musulman, hein, le balance hashtag. ton musulman, etc. On sait très bien où est-ce que ça mène. Or, la plateforme Stop Djihadisme, je sais plus quel chiffre, c'était plus de 50% ou 60% des signalements, c'était de la pure délation. C'était un voisin qui n'aime pas son voisin musulman, etc., etc. Ouais. Et à l'époque, j'étais encore porte-parole du CCIF, et je traitais personnellement des cas de perquisition. La plupart des dossiers, si c'est pas tous les dossiers que j'avais entre les mains, c'était une délation ouverte. Ne prenez pas ça à la légère. Aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui a non seulement légitimé les appels à la dénonciation des musulmans et donc aux violences qui leur seront faites, mais encore au-dessus de lui, on a Emmanuel Macron qui parle d'islam radical, islam politique, l'hydre islamiste. Il faut quand même se renseigner sur ce que veut dire en mythologie l'hydre. Les musulmans, ce qui vous attend, ça craint. Ouais, et mais attendez, Yasser Loti, pardon. Mais est-ce que finalement le plus grand ennemi des musulmans ce sont pas les musulmans eux-mêmes? J'allais en venir, justement, tu m'as coupé la parole, Christophe. Oui, aujourd'hui, j'interpelle toutes celles et ceux qui ont appelé à voter Macron, toutes celles et ceux qui ont demandé à rencontrer Christophe Castaner, qui se sont targués d'avoir Castaner dans leur téléphone portable et d'avoir son numéro, etc. Où sont vos liens politiques? Où est votre stratégie politique aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur met en place publique une cible sur le dos des musulmans en disant « Va trouver un musulman pratiquant et dénoncez-le ». On sait très bien où ça mène ces pratiques-là. Malheureusement, il n'y aura personne pour se dire « Ah ben, vous savez quoi, on s'excuse ». Moi, je suis assez d'accord avec Yasser quand moi, quand je vous entends parler, vous érigez comme d'habitude en victimisation. Il n'y a pas de non, Christophe. Il n'y a pas de victimisation. Ça fait des années. Non. C'est pas de la victimisation. On a des personnes qui court-circuitent tout le travail militant qui est fait sur le terrain en faisant passer leurs relations politiques comme des relations stratégiques. Pour citer un ami militant en Grande-Bretagne, ils se prennent tous pour des stratèges qui jouent aux échecs en 4 dimensions. Oui, on s'est assis avec le ministre, on a fait une réunion, on a fait un colloque, c'est du vent tout ça. Aujourd'hui, on a le ministre de l'Intérieur qui a littéralement dit tout musulman pratiquant est digne d'être dénoncé. Ce n'est pas de la victimisation, c'est d'interpeller les personnes qui ont normalisé ça. Je vais expliquer pourquoi je te dis ça. Céline, juste avant la pub.
Juste avant la pub, pour moi, je suis d'accord avec Yasser. Toute cette stigmatisation exacerbée que nous a le discours qu'a fait Castaner et qui a été repris aussi un peu étrangement par Macron, on n'était pas habitué à ce genre de discours de la part de Macron. C'est aussi le fait de trouver un bouc émissaire à cette affaire qui s'est passée au sein de la préfecture de Paris la semaine dernière. Et quoi de mieux que de mettre ça sur le dos de la totalité de la communauté musulmane dans le pays. Pourquoi je parle de victimisation ? Je vais vous expliquer. Je m'explique dans un instant, Yasser. À un moment, il faut aussi qu'on soit capable de s'autocritiquer. Il faut qu'on soit capable d'admettre qu'on a commis des erreurs. Il faut qu'on soit capable que la fachosphère aujourd'hui, c'est à elle qu'on doit la garde à vue de Adama Traoré. C'est elle qui s'est mobilisée. Où sont les musulmans, Yasser Louati ? Non, il faut pas dire. Non, attendez. Il faut pas dire où sont les musulmans, Yasser Louati ? Non, crois-moi. Je vous pose la question, on y répond dans un instant. Non, on en parlera après la pub. On en parle. Non, mais dire aux musulmans dans leur totalité, vous êtes des impuissants qui n'êtes pas mobilisés, mais ça c'est vraiment faux. Mon cher Yasser. Les masses musulmanes ont leur parole qui est confisquée. Très bien. Ce sont deux choses différentes. On en reparle dans un instant. Peut-être qu'il y a tout à remettre en question. Je veux dire, s'il faut y aller par un gros coup de balayage, allons-y. Mais balayons chez nous d'abord. À tout de suite. Yasser Louati, fondateur du CJL, Céline Bory, qui est journaliste, et Monsieur Osinras, bibliothèse, Monsieur Osinras. Entre autres. Quoi d'autre ? Mais c'est un gros égoïste parce qu'il a pas ramené bibliothèse chez moi dans le 9-4. Donc, je porterai pas ça au nu, je mettrai pas ça sur Facebook. Faites-le, c'est en open source. Faut se lancer. Voilà. Alors ça, c'est la meilleure. Alors ça, c'est franchement vos élections, mon ami. Ça, c'est une réponse, tu vois, elle passe partout. C'est open source, faites-le. Non, mais on aura l'occasion, nous, de les présenter Macron, dans le 9-4 bibliothèse. Macron qui avait dit, mais allez-y, aidez-moi, faites. Moi aussi, je suis là, je peux vous aider. On me compare pas. Non. Mais t'as dit, Céline choisit le thème. Ouais, il va venir à choisir le thème. T'as dit aussi une bibliothèque, t'as pas dit Céline choisit le thème. Et aussi et Turkane des bibliothèques viennent régulièrement et viendront présenter aussi bibliothèques. En fait, ce qu'il est en train de te dire, Yasser, c'est si on l'invite, il vient. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, il faut qu'on se parle, les amis. Tu vois, c'est un traquenard ? Non, pas du tout, il n'y a pas de traquenard. Je rentre chez moi, c'est Monsieur Louati, il faut qu'on se parle. Oui. Non, mais il faut qu'on se parle parce que l'heure est grave. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît, toi et moi. Oui. On a un constat amer, faisant référence à une chanson de Kerry James, à faire, sur l'état de la communauté. Quand je dis tout à l'heure, il y en a marre de ce discours victimaire, parce qu'il ne sert à rien, il nous conduit à la défaite. D'accord ? On est là aussi pour dénoncer des choses qui se passent, c'est vrai, mais aujourd'hui, on a entretenu, en tout cas c'est ce que je ressens et pas mal de gens ressentent, on a entretenu ce discours victimaire, c'est vrai, pour cacher une réalité qui est la suivante. Notre communauté n'est pas représentée comme elle le devrait, parce qu'il y en a qui se sont pris à garder des intérêts qu'ils défendent très bien, et aujourd'hui ils ont pris en otage cette communauté. Est-ce que là j'ai résumé un peu en gros le chantier qu'il y a dans cette communauté ? Plus ou moins. Non. Déjà, quand on dit communauté, est-ce que les gens réfléchissent à l'échelle d'une communauté ou pas ? Aujourd'hui on est obligé. On est obligé parce que tout le monde est ciblé de la même manière. L'intérêt commun. Oui, sauf que chacun va se dire, moi cette communauté, j'y appartiens pas, ou j'appartiens à différents niveaux, etc. La question qui se pose, quand tu dis maintenant victimisation, c'est vrai, il y a eu un discours victimaire qui a été entretenu pour deux raisons. Pour commencer, quand on victimise les gens, on les maintient dans la position de victime et ils deviennent dépendants. C'est pas on leur dit vous êtes en situation d'injustice, voici les outils pour vous défendre. Donc on tend à vouloir se rendre indispensable. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait venir les victimes, venez pleurer chez nous, on va vous défendre, donnez-nous les sous-sous. J'ai fait plusieurs chroniques là-dessus, j'ai plus besoin de m'expliquer. Celui qui ne sait pas de quoi je parle, il peut aller sur YouTube et les retrouver. L'autre question qui se pose, c'est que lorsque l'État, lui, cible celles et ceux qu'on appelle les musulmans, lui ne fait aucune distinction. Sauf que les premiers concernés, eux, c'est des distinctions qui vont dans tous les sens, mais la pire de toutes, ce sont les gardiens de chapelle, aussi bien des organisations dites de défense des droits, aussi bien des organisations dites religieuses. J'avais par exemple été interpellé par quelqu'un sur les réseaux sociaux qui me disait « Oui, mais il faut bien recevoir son ennemi pour discuter avec lui, c'est stratégique. » Excusez-moi du peu. Lorsque la mosquée de Paris
passe son temps à recevoir les mêmes législateurs qui clouent au pilori des millions de personnes en raison de leur confession, là on se pose la question, où est la mosquée de Paris pour les interpeller? Elle est nulle part. Les grandes fédérations religieuses, pareil, que ce soit l'UOIF, que ce soit la FNMF, etc., ou les organisations qui sont liées au consulat turc. En toute façon, elles sont toutes liées à des consulats étrangers. Ils savent que faire des communiqués. Non mais voilà, faire des communiqués, aujourd'hui on a un problème, ça veut dire, lorsqu'on s'en tient strictement aux communautés dites de foi, ça veut dire qu'ils gravitent plus ou moins autour des lieux de culte, on voit bien que la représentation est totalement bancale. Maintenant, il y a des appels pour dire oui mais on sort, on manifeste. Le problème c'est que à force de victimisation, c'est que on formate les gens à avoir toujours besoin d'un leader. L'affaire Ramadan en est un clair exemple. Parce que Ramadan a été pris avec ces histoires de viol et de coucherie, aujourd'hui les personnes se sentent orphelins et se sentent obligées de le défendre parce qu'après lui, on n'a personne. J'ai écrit un long papier là-dessus. Je reviens pas sur ce que révèle l'affaire Ramadan. Aujourd'hui, c'est qu'à l'échelle individuelle, que chaque personne se pose la question, qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau? Or, je vais transmettre ici les demandes, et je vais pas prendre longtemps, Christophe, les demandes qui me viennent par réseaux sociaux, par mail ou par messagerie. C'est souvent... Oui, mais on aimerait faire, etc., etc. Est-ce que vous pouvez pas faire? Ou bien, ils vous balancent la patate chaude en vous disant, allez, vas-y, va te battre et on te regarde. Le problème qui se passe, c'est que les militants terrain, j'en ai deux à côté de moi ici, c'est que ils sont pas là non plus pour se battre à la place des gens. Il y a un moment, les premiers concernés doivent aussi se comporter en responsables qui se sentent concernés. Ouais. Aujourd'hui, si un appel est lancé pour manifester devant BFM, et je le dis explicitement sur les réseaux sociaux, en disant, ces personnes-là qui jouent avec le feu du buzz, ça veut dire le cycle provocation, indignation, buzz, jouent avec le feu. Le jour où il y aura des gens devant l'entrée du bâtiment, à l'entrée du bâtiment, dans les parkings, au téléphone pour les harceler, peut-être qu'ils se diront, là maintenant ça quitte le Internet, ça quitte le buzz, ça se répercute dans notre vie réelle. À ce moment-là, ils pourront poser des questions. Ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui, c'est que les annonceurs ont été ciblés. D'accord. Et ça a marché. Et ça a marché. Nutella, la Maïf. Nutella et la Maïf. Et le troisième, je sais plus c'était qui. Il y en a un troisième. Monabank. Oui. Monabank. Mais c'est pas encore fini. Je vais vous citer maintenant le CSA. Information qui vient de l'intérieur. Lorsqu'il y a des propos homophobes chez Cyril Hanouna, on a 15 à 20 000 signalements. 40 000, monsieur. Dans l'heure qui suit. Donc ça c'est l'information. Moi j'ai eu 15 à 20 000 signalements dans l'heure. Ouais. Quand on en vient aux propos islamophobes, on a 4 ou 5 réponses de la personne. On ne peut pas mobiliser une équipe pour 4 ou 5 signalements. Ce qui est normal. D'accord. Donc maintenant, alors, on peut pas. Il y a eu 400 signalements, moi, de ce que j'ai lu pour Zemmour quand même si on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Oui. Donc, Zemmour, c'est pas que des musulmans, à mon avis, qui ont. Maintenant, je prêche. Maintenant, je vais me permettre de prêcher pour ma paroisse. Le CJL travaille sur un outil que je peux pas révéler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le manque de moyens fait que ça s'éternise. Maintenant, la philosophie du CJL étant que les personnes prennent les moyens de se défendre et se défendent par elles-mêmes et qu'on décentralise la lutte, moi je dirais aux personnes concernées, le CJL n'a ni la vocation de tout centraliser et encore moins les moyens de le faire comme beaucoup tentent de le faire. Mais maintenant on renvoie l'appareil aux premiers concernés qui viennent dénoncer sur les réseaux sociaux. Êtes-vous prêt à physiquement vous déplacer face à ces chaînes de télévision? Alors, justement, faisons-le, Céline. Je tiens à dire que j'ai vu un appel à la mobilisation ce soir pour justement dénoncer la quotidienne qui va commencer à partir de lundi sur CNews. Oui. Une quotidienne avec Zemmour tous les soirs de 19h à 20h. Et donc il y a une mobilisation, un appel à la mobilisation ce soir devant le siège de CNews à Boulogne, donc 1 rue des Enfants du Paradis à Boulogne-Billancourt à partir de 18h30. Donc 18h30 ce soir. 18h30 à Boulogne devant le siège de CNews pour qu'il y ait une interdiction de la. Pardon. C'est lancé où? Pardon, j'ai pas vu. Sur Facebook, il y a marqué organisé par PCF 92. PCF, PCF. Okay. PCF, c'est quoi PCF? Le Parti communiste. Alors, vous vous rendez compte que c'est le Parti communiste qui se doit d'être à l'appel de ce genre de truc?
Mais c'est pas que le côté islamophobe qui choque par rapport à Zemmour. C'est vrai, tu as raison. C'est que c'est choquant de nature. Comment qu'est-ce qu'il y a télé sont en galère de chroniqueurs ou de présentateurs? C'est pas possible. C'est-à-dire que vraiment, malgré que ça heurte une grosse partie de la population, vous leur crachez à la gueule en leur disant, écoutez, puisque ça fait polémique, on va l'avoir en tant que présentateur. Mais c'est pas que, il faut comprendre, eux, ils voient que la polémique. Ils comprennent pas que derrière, il y a des personnes peut-être même qui souffrent de la présence de Zemmour. Parce que de fil en aiguille, ça fait des dégâts dans des villes, dans des quartiers, au sein d'immeubles, quand des voisins te regardent bizarrement parce que Zemmour leur perce peut-être qu'ils l'aiment bien, et quand ils entendent ses propos, ils se disent, il a pas tort. Mon voisin, c'est peut-être vraiment ce qu'on pense de lui, etc., etc. Donc en fait, c'est un mauvais guide, un mauvais exemple. Quand CNews, ils invitent, quand CNews invite Zemmour en tant que présentateur, moi, pour une quotidienne, j'ai une seule chose à dire. Ils sont complètement complices et ils acceptent tout ce qu'il dit et ils sont dans la même mentalité, en vérité. Et il sera face, faudra l'assumer aussi. Il sera face à la journaliste Christine Kelly dans cette quotidienne. Je sais pas si ancienne membre du CSA. Oui, Christine Kelly. Oui. Oui, voilà. Alors, ce soir 18h30, on le rappelle, voilà, Boulogne devant CNews, devant le siège de CNews. Alors il y a un Samir Chiki, vous connaissez Samir Chiki, apparemment, qui est à la manœuvre et à la tête de cette campagne pour toucher au portefeuille finalement, parce qu'il y a que ça qui marche, c'est l'argent. Qui est à la tête de cette mobilisation pour avoir fait plier Nutella et la Maef et une troisième marque, et qui entend s'attaquer maintenant, dit-il, aux marques de voitures Citroën, Peugeot, Citroën et Renault, qui sont les principaux clients de CNews, qui représenteraient un budget quand même de 1 million d'euros. Mais c'est une excellente chose. Donc c'est très bien, bravo à ce monsieur. Bien sûr. Il faut toucher de toute façon au portefeuille, mais ce qui est lamentable, c'est de... D'ailleurs, s'il nous écoute, je l'invite à nous appeler, parce qu'on veut encourager ce type d'action, bravo. Ce qui est lamentable, par contre, c'est que on pensait, certains d'entre nous, je pense peut-être naïvement, pensaient que la polémique liée à Zemmour et à son discours lors de la convention de droite allait lui rompre tous ses contrats. Alors ça a permis d'en rompre certains, mais là il arrive sur une quotidienne sur CNews la semaine prochaine. Donc il faut quand même aussi comprendre que CNews, ils ont quand même écrasé la grève d'il y a quelques années, quand c'était iTélé encore. Tout à fait. Qu'on s'appelle Serge. C'était aussi pour l'arrivée de Morandini, c'est ça? Oui, c'est pour l'arrivée de Morandini. Maintenant, on a Serge Nedjar qui est aux commandes, placé par Bolloré. Sauf que pour lui, c'est un technocrate typique. Lui, tout ce qui compte pour lui, c'est les points d'audimat. Peu importe les conséquences. Et c'est là où, en fait, quand j'ai vu hier, entre la polémique, l'appel à la violence, voire au meurtre, ou au nettoyage ethnique de Zemmour sur la convention de la droite, qui a été suivi par des hashtags humoristiques pour moquer Signal un musulman, vous ne vous rendez pas compte de à quoi vous avez affaire. Et encore une fois, maintenant c'est à titre individuel, qu'est-ce que chacun peut faire. Les tribunes, etc., c'est bon, ça parle à personne. Il faut je prends toutes mes responsabilités si le CSA m'interpelle. Il faut des opérations dans la vie réelle, devant les sièges des médias concernés. Et quand je dis médias, j'inclus aussi l'autorité de tutelle, le CSA, mais aussi le ministère de la Culture qui attribue les subventions à la presse, à commencer par des médias comme Le Figaro, qui donne aussi une plateforme de normalisation, à Éric Zemmour. Ce n'est plus, vous dites, d'accord, manifester et après. On sait très bien que manifester au début, il y a un élan, et puis après, pouf, ça se fatigue. Qu'est-ce qui peut être fait de structurel? Je parle littéralement de harcèlement avec un grand H, pour que les décisionnaires de cette apparition de Zemmour et de ses semblables, Robert Ménard, Pascal Praud, Elisabeth Lévy, Alain Finkielkraut, etc., les Laurent Bouvet et consorts, puissent se dire, maintenant ça a des conséquences immédiates dans nos vies réelles. Je vais citer un exemple qui aurait dû servir d'exemple. Et c'est pas pour prêcher pour le CJL, vous m'en excuserez. Lorsqu'il y a eu la tuerie les 2 attentats terroristes de Christchurch en Nouvelle-Zélande, tout le monde s'est défaussé sur l'extrême droite en disant théorie du grand remplacement. Dans l'heure qui a suivi, on avait découvert que le terroriste suprémaciste blanc avait mûri son attentat en France. Ici même en France, nous avons deux tenants de la même idéologie. Nous avons la théorie du grand remplacement à l'extrême droite et la théorie de l'insécurité culturelle portée par la gauche avec Laurent Bouvet.
J'avais appelé à manifester. J'ai envoyé à tout le monde, le pire, le CCIF, tous les intellectuels de gauche. Il ne faut absolument pas laisser un champ libre pour que les laïcards de gauche comme Laurent Bouvet et son Printemps républicain, ainsi que le comité à la Cité République, viennent se laver les mains en posant une gerbe de fleurs. On n'est pas responsable. Vous avez normalisé la diabolisation des musulmans. J'ai dit, il faut les confronter, il faut y aller. Je le jure, personne n'est venu. Il n'y a que 2 personnes qui sont venues, parce que je les connais personnellement. C'est tout. On avait des mamans qui pleuraient la mort des gamins, et lorsque le Printemps républicain s'est pointé, ils sont restés sur le trottoir d'en face. Non pas, pourquoi? Parce qu'ils savaient pertinemment qu'en venant du trottoir d'en face pour venir face au camp des musulmans qui pleuraient les morts de Christchurch, ça allait vite dégénérer. Et je vous dis sincèrement, c'est pas pour... J'étais pris en découdre ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'on avait un gamin de 4 ans qui était mort, on a cité, et on a eu toute la clique des laïcards qui était juste venue pour prendre des photos et serrer la main à l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande. Personne n'est venu. Et c'est ce jour-là que j'ai rompu avec la soi-disant sphère de lutte contre l'islamophobie. J'ai envoyé un mail en disant, même dans des moments pareils, il y a eu mort d'hommes et de femmes à Christchurch à cause de l'islamophobie, et avec ça, vos égos vous empêchent de vous déplacer. Personne n'est venu devant l'ambassade de Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'on a eu après? 4 jours après, on a eu une tribune signée par XYZ. Vous êtes vraiment sérieux? Donc toi, ce que tu prônes, Yasser, c'est on investit les lieux et on va dans les sièges de CNews, BFM. Investir les lieux. Et on prend place sur les plateaux. J'ai vu la peur dans les yeux du Printemps républicain et du Comité à la République de mes yeux. Parce que pour eux, ça quittait les réseaux sociaux et ça se manifestait face à eux physiquement. Là, je me suis dit, en fait, ils comprennent que ce langage-là, ces gens-là. Parce que les interpellations et le buzz, oui, ça fait gonfler l'audimat. Eux, ils parlent à leur camp et le camp d'en face en fait pareil. Mais ça leur sert aussi. Hossein, question que j'ai à te poser parce que on fait ce constat au-delà de cette communauté musulmane. Mais si tu prends un exemple qu'on connaît bien tous, les collectifs pour les violences policières, même ça, on n'y arrive pas. Même ça, on n'y arrive pas à les faire s'entendre entre eux. Pourtant, la chose qui devrait les unir, c'est la mort d'un proche. Tous. Et il y en a beaucoup. D'accord? Même ça, on n'y arrive pas. Officieusement, on y arrive, puisque quand il y a un mouvement de soutien, tout le monde est présent, et il n'y a pas de réelle guerre entre les différents mouvements. Tout le monde se soutient d'une certaine manière. Après, officiellement, c'est vrai qu'on n'arrive pas à créer vraiment de réelles campagnes communes, de vrais combats, de vrais mouvements de combat. C'est à l'échelle européenne qu'il faut y aller, là. Etc. Oui, exactement. Il faudrait déjà qu'on y arrive à l'échelle nationale. Oui, bien sûr. L'échelle nationale déjà, exactement. Mais souvent il y a c'est regrettable aussi. Voilà, bien sûr, c'est regrettable. Parce qu'on aurait du poids. T'imagines tous ces grandes affaires qui ont été médiatisées, révélées, etc. Avec ces bavures policières qui se sont multipliées. Ces morts, trop de morts. Un mort, c'est un mort de trop déjà. Exactement. Et ben, même ça, on n'y arrive pas. Moi, je suis fatigué. Si on revient sur la dernière affaire de violence policière avec le jeune Ibrahima, paix à son âme, qui est décédé à Villiers-le-Bel. Là, ce jour-là, tout le monde était réuni. Il n'y avait pas de problème d'ego ni rien. Vraiment, tout le monde était là. Bon, quasi tout le monde, je dirais. Il devait manquer peut-être 20%, une vingtaine de % du mouvement militant contre les violences policières. Donc voilà, c'était un beau mouvement qui a marché et pour moi je reste optimiste dans ce sens-là, malgré qu'il n'y a pas une réelle union, parce qu'il n'y en aura jamais, les êtres humains eux-mêmes ne s'unissent pas à 100% jamais, mais moi je reste optimiste parce que chaque combat est un combat de gagner, malgré ce qu'ils font à Assa Traoré et sa famille. Je vois que ça leur fait peur, que ça leur fait mal, malgré beaucoup de choses négatives qu'on voit, beaucoup d'emprisonnement pour ses frères, des rappels à l'ordre, des perquisitions, etc., des mises en examen. Malgré tout ça, moi chaque jour est une victoire pour eux, et on le voit, et c'est motivant pour les autres familles. On voit qu'on va rencontrer une autre famille victime des violences policières, quand ils voient Assa, le combat qui est mené par elle et ses frères et sa famille, ça les remotive, ça les requinque, malgré qu'on n'a pas on a un espoir, mais on n'a pas réellement de choses optimistes pour l'avenir qui nous annoncent quelque chose d'optimiste. Et ben ces familles-là, est-ce que le comité Adama ne s'est pas approprié justement toutes ces affaires qui se sont déroulées depuis des années? On a l'impression que eux sont arrivés, que le miracle est arrivé et qu'ils vont sauver et médiatiser toutes les affaires. Or, il y a eu des gens et des personnes qui se sont mobilisés, et déjà depuis plus de 20 ans. Moi, je vois pas ça comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je vois au contraire que l'affaire Adama, dans le collectif Adama, ils ont su faire quelque chose qu'on n'a pas
suggéré vraiment à 100% depuis toutes ces années. C'est la communication avec les médias, c'est les relais sur les réseaux sociaux, c'est les médias de gauche, précise. Entre autres, non, pas forcément. Bah, excuse-moi, Mediapart. À l'international, c'est pas forcément le cas. Tu vois, il y a vraiment tout le monde qui sont intéressés par le cas Adama en tout cas. Après, ensuite sur les réseaux sociaux ou les visites, que ce soit dans toute la France ou dans les autres pays, voilà, collectif Adama, il est assez bien reçu. Et moi, je trouve que cette méthode de médiatisation qui n'a pas été suggérée à 100%, aujourd'hui, ils en profitent et ils font aussi profiter d'autres familles qui sont malheureusement victimes de violences policières. Donc c'est normal que Assa Traoré et le collectif arrivent dès qu'il y a une famille qui est victime de violences policières, puisque ils ont cette chance d'avoir leur réseau médiatique autour de l'affaire Adama et qui partagent aussi avec ces familles en disant voilà, on est dans le même combat. Ça reste quand même quelque chose d'honorifique. Au-delà de ça, je suis assez d'accord sur ce que tu dis, Christophe, dans le sens où faudrait peut-être à un moment qu'on s'unisse. Il y avait l'occasion de le faire la semaine dernière, mercredi, il y a 27 000 policiers. Mercredi dernier, c'était, je crois, oui. 27 000 policiers qui ont manifesté à Paris pour dénoncer le manque de moyens, mais aussi le manque de reconnaissance. On en a parlé la semaine dernière. Le manque de reconnaissance du gouvernement et de la population, mais qui a occulté aussi dans leurs manifestations les violences policières et les exactions, dont ils pouvaient être coupables, que ce soit dans les quartiers populaires ou ce qui s'est passé aussi pendant les Gilets jaunes. Quand on voit ces syndicats, notamment Alliance, qui arrivent à se réunir et à mobiliser 27 000 policiers pour une manifestation, je pense que là, il devrait plus y avoir de questions d'ego, de collectif ou quoi que ce soit. Il faudrait peut-être réagir. L'intérêt commun. Et à l'intérêt commun. Je vais me faire l'avocat du diable, voire même être au bord du cynisme. C'est que ça pose la question sur si on s'engage pour soigner une blessure narcissique, on est prêt à tout et la lutte devient une mise à son service propre. L'intérêt commun et je ne sais quoi, ça n'a plus aucun sens. C'est ça qui pose problème, c'est qu'il faut d'abord se poser la question pour qui et pourquoi les choses sont faites. Donc maintenant, bien sûr, Alliance, 27 000 personnes. Malgré tout, malgré les 40 ans, le quartier populaire, malgré tout ce qui y a des propos d'extrême droite, les gilets jaunes, nous on y passe, et les morts à gauche à droite, 27 000 personnes ont manifesté. Et on n'a pas été capable de répondre. Tu vois. Je voulais vous faire écouter Castaner qui est passé par l'Assemblée nationale. Il a été entendu mardi et ce matin il est passé par la case Sénat. Pour Christophe Castaner, il le concède, face au terrorisme, il n'y a pas de risque zéro. C'est ce qu'il a rappelé ce matin. Quand il y a le bon niveau d'alerte, aujourd'hui il y a une enquête. Ensuite elle se base sur une appréciation humaine. Elle peut commettre une erreur. C'est la vérité de notre société. Et il faut l'assumer. Moi, je ne connais pas aujourd'hui de logiciel qui pourrait passer au criblage 5 millions de fonctionnaires et qui pourrait nous dire voilà celui qui doit rester là et qui doit faire cela. Christophe Castaner. Alors le ministre reconnaît que malgré les efforts déployés, l'ennemi a parfois un temps d'avance. C'est donc la détection des signes de radicalisation qu'il faut améliorer dans la police, mais aussi dans l'ensemble de la société. Christophe Castaner appelle à un éveil des esprits sur les dangers de l'islam radical. Notre société, face au terrorisme, mais aussi face à l'islamisme politique, face à ces radicalisations-là, notre société court un risque. J'assume de vous le dire politiquement. Et donc il nous faut aussi nous réarmer, c'est ce à quoi nous a invité le président de la République. Se réarmer, vous avez compris ? Réarmement. Ouais. Le mot il est fort quand même. Il est fort. Ouais. En fait, quand il dit j'assume de vous le dire, en fait, il assume rien. C'est justement pour ne pas assumer les failles et les problèmes qu'il y a pu avoir dans cette affaire de Michael Harpon et ce qu'ils n'ont pas réussi à déceler. Donc on dit aux gens, allez-y, vous détectez les terroristes, faites des signalements. Détecter les signes de radicalisation que nous, au sein même de l'institution, on n'a pas été capable d'assumer. Exactement. Ouais. Bon, et j'en proposerai à tous un petit stage en Angleterre où je suis parti il y a quelques semaines, où tu vois, alors c'est pas... Tu vois, il y a beaucoup en ce moment, c'est suspect. Non, et où tu vois vraiment clairement dans la police, même t'as pas besoin de te balader plusieurs rues pour voir le mélange de personnes, de couleurs. Je suis pas là pour défendre la police londonienne, hein, loin de là, mais quand même en termes, je sais pas, en termes éthiques, ils ont l'air plus sains déjà, et même dans le mélange qu'il y a, dans leur ouverture et leur tolérance, ça, en tout cas en tant que touriste à Londres, j'ai vu beaucoup d'ouverture de la part des policiers, etc. Je pense qu'ils devraient faire un tour là-bas pour voir que même les signes radicaux qu'il a cités ne définissent rien du tout. Avant de passer à notre sujet suivant, à savoir ah oui, c'est un sujet. Alors, vous savez que la France est en panique totale là, de ce qui se passe en Syrie depuis que l'offensive turque
qui ont décidé de chasser les Kurdes en Syrie. La France est en panique parce que tout simplement ils pourraient se retrouver avec des terroristes ou des djihadistes, ou je ne sais pas d'ailleurs comment les appeler ni les qualifier, qui ont été justement emprisonnés par les Kurdes. Ils pourraient se retrouver libérés. D'ailleurs, Erdogan a menacé ce matin, on peut le dire clairement, d'ouvrir ses frontières et de laisser repartir des combattants en Europe. Donc l'affaire est grave et Le Drian s'inquiète. On va peut-être se poser la question dans un instant sur quel rôle la France peut-elle avoir à jouer. Pas grand-chose. Et puis on partira en Tunisie, chers amis, parce qu'en Tunisie il se passe des choses. En Tunisie, chaque jour il se passe des choses. On a les résultats définitifs des législatives, ça c'était dimanche dernier. La libération de Nabil Karoui, ça c'était hier soir. Et le débat entre les deux candidats pour ce second tour de la présidentielle qui aura lieu dimanche, qui aura lieu demain soir sur 3 chaînes de télé. On fera un point avec Tarek Mami qu'on va appeler à Tunis parce que là-bas il se passe des choses. Voilà, ça bouge dans tous les sens en Tunisie. C'est comme en France maintenant, on s'ennuie plus. Il y a Sarlouati, il y a de quoi s'occuper. On y revient dans un instant. Restez avec nous, c'est le Grand Forum. Il y a Sarlouati, Osinara, Céline Bourri sont avec nous aujourd'hui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il s'appelle Yasser Louati, elle s'appelle Céline Bourri et il s'appelle Osinras. Ils sont avec nous aujourd'hui en ce jeudi. Il faut qu'on parle de ce qui se passe en Turquie, ou plutôt en Syrie plus précisément. Une contre-attaque et le chantage, en tout cas c'est ce qui est dénoncé, de la Turquie au 2e jour de son intervention militaire dans l'est de la Syrie contre les forces kurdes. Offensive armée condamnée par tous ou presque. Une réunion du Conseil de sécurité aura lieu d'ailleurs tout à l'heure au siège des Nations Unies à New York. Alors face à la multiplication de ces critiques, le président turc menace, je le disais tout à l'heure, désormais d'ouvrir ses frontières pour laisser entrer tout simplement en Europe 3,5 millions de migrants. 3,5 millions de migrants, c'est ce qu'il a déclaré ce matin. Yasser Louati, le président turc là, il joue à quoi ? Il joue au jeu politique de chaque responsable politique, ou plutôt d'élu qui veut faire de la démagogie et du cynisme. Donc maintenant, après avoir signé l'arrangement avec la Commission européenne il y a quelques années, aujourd'hui, maintenant encore une fois, les réfugiés syriens qui sont déjà stigmatisés en Turquie et aujourd'hui traités comme une menace par bien des partis politiques, aujourd'hui sont utilisés pour faire encore avancer l'agenda politique de Erdogan. Maintenant, jusqu'où ira-t-il? Est-ce que c'est un coup de poker? Est-ce que c'est un coup de bluff? Ça, franchement, j'en sais rien. Est-ce qu'il fera comme Castro l'a fait dans les années 80 en ouvrant les frontières, en envoyant des réfugiés vers les États-Unis? Est-ce que lui fera pareil? On verra. Ou est-ce que c'est seulement un effet d'annonce? Et les effets d'annonce tenus par Erdogan, on en a eu plus d'un. On peut repenser par exemple à Khashoggi, il y a un tas d'autres choses sur Gaza, etc. Sauf que là, il engage effectivement ses troupes en Syrie contre les Kurdes, au Sine. Ouais. La France, très inquiète, avec cette déclaration de Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui dit cette guerre doit cesser immédiatement. Ouais. Mais les résultats vont être catastrophiques. Moi, je pense pas que c'est qu'une petite mise en garde de la part de Erdogan. Je pense vraiment qu'il est lancé pour le faire. Il attendait que ça, le départ vraiment des troupes américaines. Les dégâts qui vont arriver vont être catastrophiques en termes humanitaires. Je le pense vraiment. On sait de quoi est capable Erdogan et surtout son armée. On associe souvent YPG, c'est vrai que politiquement avec le PKK, ils n'ont pas à le nier, ils sont sur la même lutte de libération, etc. Donc on peut pas leur en vouloir. Maintenant, les taxés de groupes terroristes... Oui, ils ont quand même commis des attentats terroristes. Le PKK a quand même commis une série d'attentats terroristes en Turquie. On parle de YPG. Après, attentats terroristes, moi je me rappelle du FLN. Est-ce que c'est des attentats terroristes? Est-ce que c'est une forme de libération nationale ou de défense d'un peuple? Après, c'est relatif aussi, faut le prendre en considération. Est-ce que tu vas comparer le PKK et le FLN? Pourquoi? La Turquie, reste quand même souveraine de son territoire. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas dans une façon de colonisation d'un pays. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est relatif, d'accord. Sur le YPG, sur le PKK, etc. Comme tu l'as dit, c'est relatif du point de vue où on se pose. Quelqu'un qui est kurde, qui est né en Turquie, qui a connu toute sa vie natale et son histoire sur ces terres-là.
Il y a peut-être aussi un problème de souveraineté nationale. Il faut y introduire le peuple kurde à part entière de la même manière que les communautés turques. Quand on sait vraiment le problème là-bas, c'est que non, et c'est comme nous ce qu'on vit en France, c'est une population qui est considérée de seconde zone, malgré qu'elle apporte ce qu'elle peut au mouvement national, enfin à l'essor national. Historiquement, ils sont liés territorialement à ces terres où ils sont. Donc oui, peut-être que ces Turcs, ils demandent pas leur indépendance forcément, mais ils luttent pour une forme de libération en tant que peuple, en tant que communauté. Et ça, on peut pas le nier. Mais dans ce cas-là, parce que l'action du Kurdistan, non, pour commencer, c'est pas pour défendre l'État turc ni pour l'exonérer, parce que si dans ce cas-là, les Kurdes de Turquie en font autant, qu'en sera-t-il des Kurdes d'autres pays, que ce soit en Irak par exemple, ou que ce soit en Iran, ou que ce soit en Syrie? Dans ce cas-là, à quel moment la seule question, c'est l'oppression d'une communauté de par son appartenance. Elle existe. Oui. Attends, la nier en Turquie, franchement, moi je peux pas le nier. Personne ne la nie. C'est une communauté qui est oppressée souvent dans plusieurs pays, d'ailleurs pas seulement en Turquie, mais dans on l'a vu aussi en Syrie, etc. Malgré que beaucoup de fois dans l'histoire, ils ont vécu plutôt bien dans certains territoires. Aujourd'hui, quand on voit généralement, surtout en Turquie, ils sont oppressés d'une certaine manière, que ce soit sur leur terre natale, leur village, où vraiment ils sont presque à 100% kurdes. On le voit aussi, on l'a vu aussi récemment à Istanbul, où justement, alors il n'y a aucun lien forcément, mais quand il y a eu les élections municipales à Istanbul, on les a refait les élections. C'est bien une peur que dès qu'il y a un mouvement qui est trop proche de la volonté d'émanciper ces communautés-là, par exemple, ou de défendre le peuple kurde face à l'oppression turque, on le fait taire comme dans d'autres pays. Moi, ce qui me choque de la part de notre communauté, surtout, c'est qu'on s'indigne quand Israël bombarde Gaza, on s'indigne quand d'autres choses arrivent dans nos pays et qu'on est visé en tant que victime. Et dès qu'une personne de notre soi-disant communauté, comme Erdogan, est justement le coupable, forcément, faut lui trouver des atouts, etc. En tout cas, les Kurdes sont nos alliés. Les Kurdes sont nos alliés. Ils sont les alliés de la France, sont les alliés des États-Unis. Bien sûr, mais quand on regarde les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui, on voit que quand des personnes appartenant à nos quartiers ou à nos communautés, pas tous bien sûr, heureusement, il y a quand même des personnes qui ont l'esprit un peu plus critique, etc. Mais globalement, on s'interdit même de critiquer Erdogan ou la politique turque. Et moi, parce que Erdogan a su jouer sur la fibre communautaire musulmane, alors que les communautés musulmanes d'Occident sont toujours les dindons de la farce de différents pays à majorité musulmane. Erdogan a été celui qui a le plus réussi en jouant sur cette fibre-là. Ça veut dire là où le Maroc et l'Algérie sont en constante rivalité et que là-dessus ça ne prend pas, lui s'est positionné comme le sauveur du monde musulman qui lui redonne sa dignité. On lui a laissé cette place-là. Oui. Et c'est ce que et j'en veux aussi à tous les autres soi-disant représentants des autres pays, dits musulmans ou arabes, etc. C'est de laisser cette place, ce corridor à Erdogan. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui. Concernant les communautés musulmanes, que ce soit en France ou ailleurs, je veux dire, sincèrement, me concernant, il faut couper le cordon ombilical avec les États d'origine. Et bâtir des liens d'amitié et de solidarité avec les populations des pays d'origine. Or, Erdogan, lui justement, avec les réseaux consulaires turcs, au-delà de ça, le Diyanet, qui contrôle les différentes organisations religieuses turques, a été capable, et il est toujours capable de mobiliser une opinion publique turque en disant que Erdogan est le sauveur du monde musulman, qui va libérer la Palestine, etc., en oubliant que le matin, il va critiquer Israël et le soir, il va négocier avec avec l'armée, etc. La question qui se pose aussi, c'est comme tu le disais à juste titre, Christophe, les Kurdes ont été nos alliés et le sont encore dans la guerre face à Daesh. Aujourd'hui, est-ce que les allocutions des Occidentaux, des Français notamment, est-ce que c'est juste un effet d'annonce ou est-ce qu'il va y avoir vraiment des sanctions à l'égard d'Erdogan par rapport à cette guerre contre le peuple kurde? Faut quand même entendre le discours complètement hallucinant qu'a tenu Trump ce matin ou hier, je ne sais plus. Il joue au chaud et au froid, lui. Où il disait, oui, mais le peuple kurde ne nous a pas aidés, n'était pas là en Normandie, ne nous a pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont crevés la bouche donc, ouverte. Grosso modo, ils n'étaient pas là, donc pourquoi on irait les aider? Ce qui est quand même hallucinant. Parlant, on sait que les Kurdes, à chaque fois, on s'est servi d'eux, après on les a jetés. Mais il y a quand même une chose très importante, quand même, on va dire, c'est que, on va parler de la France, en l'occurrence, qui a laissé, on peut le dire, on le dit ou pas? Ils ont laissé partir des gens en Syrie. Ils ont pas laissé, ils ont encouragé. Ils se sont dit, ils vont partir. Laurent Fabius qui avait dit Bachar el-Assad ne mérite pas de vivre, que El Nosra fait du bon boulot. C'est Laurent Fabius qui l'avait dit, c'est pas moi. Ouais, donc on les a laissés partir, ces gens-là. Et aujourd'hui, la patate chaude est en train de revenir devant nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, Erdogan est en train de mettre aussi quelque part
quelque part au travers de cette action, tout le monde face à ses responsabilités. Mais c'est triste que la France elle soit alertée uniquement parce que pour le risque de retour de certains djihadistes en France. Quand même. Faut être aussi alerté pour la cause humanitaire qui pourrait se passer derrière. Et c'est ça qui est choquant. Mais c'est décevant, malheureusement. Mais ok, d'accord, je suis peut-être peut-être un bisounours, mais voilà, c'est quand même choquant. Mais les prises de décision, là, on est face à la réelle politique, on n'a que les intérêts et du cynisme qui priment. C'est ça. Et on est face à un chantage. Bon. Alors, on file en Tunisie, les amis, parce qu'il se passe des choses, et nous sommes avec Tarek Mami. Bonsoir, Tarek Mami, depuis Tunis. Bonsoir, Christophe, cher Christophe Roux. Bonsoir, je n'ai pas entendu les voix, donc j'ai pas pu reconnaître qui était aujourd'hui avec vous. Bonsoir, il y a Céline Bory, Ossine Ras et Yasser Louati. Bonjour, Tarek. Bonsoir. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à nos 3 ou 4 chroniqueurs. Effectivement, je suis à Tunis. Juste sur un mot sur la Syrie, la Turquie et donc l'opération la dernière d'Erdogan, la fameuse phrase de notre ami M. Trump qui dit qu'ils ne les ont pas en Normandie. Il faut juste poser à M. Trump dans quelle situation politique étaient les Kurdes en 1940 et il aura sa réponse à la question. Pour le reste, la France est aujourd'hui dans une situation diplomatique très difficile. La France est elle-même intervenue physiquement par militaires et services de sécurité en Syrie depuis 2011. Et aujourd'hui, elle vient reprocher à notre pays de faire la même chose. Je rappelle juste que la France a préservé les intérêts de la cimenterie Lafarge, puisqu'elle a laissé signer des contrats, et que les personnes mises en examen ont toujours dit qu'ils rendaient compte pratiquement toutes les semaines au Quai d'Orsay, et qu'ils souhaitaient se retirer, et que le Quai d'Orsay leur disait de rester pour préserver les intérêts de cette cimenterie, et ils ont payé Daesh. Donc c'est lui qui vient donner le leçon de morale aux autres. Donc, bien sûr, on ne peut pas être d'accord avec l'intervention d'un pays dans un autre pays, mais celui qui vient donner des leçons de morale doit d'abord balayer devant ses choix, comme on dit, en Mali, en Afrique et surtout en Syrie. Très bien, pas d'autres commentaires, je pense que tout a été dit là-dessus. Partons maintenant en Tunisie. On connaît depuis hier soir, puisque l'ISI a annoncé officiellement les résultats des législatives qui se sont déroulés jeudi, et dont El Nahda arrive dimanche dernier, je dis des bêtises, dont El Nahda est arrivé en tête avec 52 sièges. C'est bien cela, Tarek? Oui, alors en une nouvelle expression préférée de Faiza et de moi-même, cette nouvelle Chekchoka tunisienne va donner 52 sièges pour Nada, 38 sièges pour celui qui était en prison et dont le parti arrive quand même en 2e position. En 3e position, nous allons avoir donc un ovni de la politique, c'est M. Abou, qui était donc un fidèle avec M. Marzouki, qui est rentré en guerre à travers son épouse députée, Mme Samia Abou, avec Nahda, et qui arrive 3e avec 22 sièges. Après, vous avez un autre parti qui s'appelle Karama, qui arrive en 4e position avec 20 sièges. Alors, la spécificité du patron de ce parti, c'est qu'en Tunisie, le Tunisien et le chauffeur de taxi viennent me le rappeler à l'instant avant de venir à l'émission LGF, on l'appelle en Tunisie l'avocat des terroristes. Et ce n'est qu'en 5e position que le parti héritier donc de la philosophie et de l'idéologie de Ben Ali va arriver 5e avec 14 ou 17. Après, vous avez surtout, et c'est pas la surprise, mais la confirmation de la surprise, c'est le parti du Premier ministre qui a utilisé tous les moyens de l'État et qui va arriver derrière. Et après, alors, vous avez une ribambelle de partis qui ont un député ou 2 députés. Et dernière chose, vous avez un parti politique qui s'appelle le parti de la Rahma, donc la partie de la bénédiction, si je peux traduire ça, un parti islamiste pur jus, dont le patron dispose d'une radio qui s'appelle la radio du Coran, du Saint-Coran, et qui n'a pas d'autorisation et qui diffuse quand même. D'ailleurs, une de ces listes a été retirée par l'ISI, et donc vous avez une mosaïque tunisienne, une chakchouka tunisienne, l'expression y va. Alors, je souhaite bonne chance à ceux qui sont arrivés, donc 1er, 2e, 3e, 4e, parce qu'il faudrait au moins 5 partis, et la moitié de ce qu'on appelle en Tunisie les indépendants, ils sont 17, il faudrait au moins que la moitié, plus la totalité de 5 partis, s'alluent pour un gouvernement pour arriver à son aide. Je voulais rajouter une petite pointe ce matin, et je termine là, cher Christophe, c'est que le parti du Premier ministre, qui a été allié pendant 3 ans avec Nahda,
vient de déclarer, non pas par le Premier ministre, mais par un des membres élus, qu'il sera dans l'opposition et qu'il ne fera pas alliance avec Nahda. Donc vous avez 14 sièges qui tombent d'un coup. Le système parlementaire, Yasser Louati, parlons-en. Voilà la problématique de ce système aujourd'hui en Tunisie. Mais c'est encore un défi d'une démocratie naissante dans une période post-révolution. Je veux dire, bon, il y a encore des élections. Peut-être que maintenant ils apprendront à composer et apprendre à respecter la contradiction. Ce qui pose problème maintenant, c'est que la Tunisie n'est pas à l'abri d'un démagogue qui émerge avec un discours d'extrême droite. On n'en est pas du tout à l'abri. On sait très bien que la situation économique du pays est limite catastrophique, que les frontières posent problème, surtout du côté de la Libye, qu'on a les jeux d'influence entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats qui font du chantage pour que leur poulain puisse émerger soit sur des listes, soit être à la tête du gouvernement. Moi, pour l'instant, jusqu'ici, pour moi, c'est rien comparé à ce qu'attend la Tunisie dans les 5 prochaines années. Ouais. Céline, la Tunisie, tu regardes un peu ce qui se passe là avec ces législatives et ce qui risque de se passer dimanche, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dimanche. Il y a 2 candidats qui vont s'affronter, dont un a été libéré hier soir, rappelons-le, qui s'appelle Nabil Karoui. Il y a un débat d'ailleurs, je précise, il y a un débat d'organiser, enfin ça s'est vite organisé demain soir entre les 2 candidats en lice pour ce 2e tour de cette élection présidentielle. De quel œil vois-tu tout cela, ma chère Céline? Moi, je regarde, pour être très honnête, je regarde un peu ça de loin, mais ce que j'ai retenu, c'est que les 2 candidats à la présidentielle sortaient un peu de nulle part. Hein. Je ne connaissais pas ces personnes avant. Alors pour Saïd, oui, mais pour Karoui, il était un peu connu quand même. Bon, voilà. Alors, en tout cas, c'était pas quelqu'un que je pensais. C'était pas le casting attendu, voilà, c'est vrai. C'était pas le casting attendu, tout à fait. Ouais. Après, on verra les résultats lors du scrutin du 2e tour. Hein. Ossine. Alors, oui, je laisse Ossine passer. Non, allez-y. Sur ce que Céline a dit. Allez-y, Tarek. Alors, chère Céline, il suffit de lire mon papier sur le site de la radio et vous aurez la dernière phrase de la chute, qu'il n'y a il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. En réalité, depuis le 5 mai, très exactement 2019, tous les sondages qui ont été publiés, on avait 2 ou 3 par semaine jusqu'à samedi soir à minuit, parce que les sondages sont officiellement interdits, mais ça circule entre tous les journalistes. Tous les sondages ont toujours été donnés, mais le duo qui est sorti, c'est-à-dire Karoui et Kaïs, au 2e tour. Sauf que les hommes politiques pensaient qu'avec l'argent, le magou, l'utilisation de tout ce que l'État peut mettre à disposition, allait changer la donne. Rien n'a changé. Et d'ailleurs, j'ai appelé cet article la démocratie des dégagismes. Et effectivement, à la dernière phrase, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et il y a 2 choses peut-être qu'il faut rajouter comme président Sarkissov. C'est que si vous prenez la totalité des anciens Nasset qui sont sortis du Nida Tounes, c'est-à-dire le parti de Béji Caïd Sibsi, vous arriverez en gros à 65 à 70 sièges, c'est-à-dire un nombre de sièges éclatés entre cette partie supérieur à celui de Nahda. Cela veut dire que si ils vont, on en fait de la politique fiction, le Nida Tounes n'a pas explosé. Aujourd'hui, vous aurez un parti qui s'appelle Nida Tounes avec 66 voix. Et il y a un parti qui Nahda qui aurait 52 voix, avec 6 ou 7 qui avaient quitté Nahda pour faire la liste. Donc, en gros, on aurait 66 pour Nida et 60 pour Nahda. Voilà un petit peu la configuration. Je confirme que l'accord vient de tomber pour un débat dit contradictoire demain soir à 21h. Et quelque part, faut admirer M. Karoui pour cette chose, sorti au bout de 48 jours de prison, aller faire un débat le lendemain donc c'est quelque chose de nouveau et d'extraordinaire en Tunisie. Alors aujourd'hui les gens, et je pris 4 taxis pour faire 4 courses différentes à Tunis, et les 4 me disent on a voté Kaïs, les 4, en tout cas il y en a 3 qui m'ont dit qu'ils ont voté Kaïs au 1er tour, mais qu'ils ne voteront pas Kaïs au 2e tour, ils vont voter Karoui. Pourquoi? Parce qu'ils disent si Karoui était si mafiosi que ça, ils l'ont arrêté le 23 août, pourquoi ils le sortent aujourd'hui? Il aurait fallu le garder jusqu'à mardi prochain, et là, on aurait voté pour Kaïs. À partir du moment où il est libéré, ils envoient le message que le mec est innocent. En tout cas, c'est la lecture populaire. Et il y a donc le 4e chauffeur taxi qui, lui, a voté Karoui, parce que il y a le mot Mazloum en Tunisie, donc c'est lui qui subit une injustice, et il dit, voilà, j'avais bien raison,
puisqu'ils l'ont libéré, et je veux voter par lui. Voilà un petit l'ambiance. Et ce qui est extraordinaire en Tunisie, c'est que tout le monde parle politique, dans la rue, dans les cafés et sur Facebook, mais on ne trouve pas ces débats et ces actions dans les urnes, puisque à peine 40% participent en gros, et que 60% de ceux qui parlent beaucoup dans la rue ne votent pas. Une question quand même, Tarek, concernant les révélations sur Karoui et ses liens avec Israël pour des contrats de lobbying et pour justement ces promesses qu'il aurait tenues et au cas où il serait élu. Est-ce que ça fait grand bruit en Tunisie? Non, alors ce qu'il fait en Tunisie, c'est que en fait il y a un Tunisien qui habite au Canada, qui s'est vous montrer volontaire pour aller rencontrer donc la société de lobbying dirigée par un Israélien en termes de communication. Il lui a fait une interview. Il dit depuis 4 jours, j'ai l'interview qui va éclairer tous les Tunisiens. J'ai négocié avec une télévision tunisienne qui va le diffuser. Il se trouve que cette télévision, c'est la télévision mise sur le compte du Premier ministre, c'est-à-dire la TCA, la 9e. Et la TCA vient de sortir à l'instant un communiqué de presse, en tout cas vers 10h, 11h de Tunis, un communiqué de presse comme quoi elle ne diffusera pas cette interview pour ne pas perturber le deuxième tour puisque M. Karoui est sorti. Et du coup, par extraordinaire, donc cette interview a été mise sur YouTube. Et là, je viens de recevoir des alertes des Tunisiens pour me dire, M. Mami, l'interview qui devait passer et qui ne passe pas, allez sur YouTube, on vous envoie le lien. Donc il y a bien une petite main qui veut bien aider M. Karoui, j'allais dire dans l'autre sens, pour écoutien, parce que tous les Tunisiens, et c'est un droit à l'information, je ne le conteste pas, regardent cette interview, on verra bien ce qu'elle dira, je ne l'ai pas encore vu personnellement, pour amorcer demain et dimanche. Donc, on n'est pas dans une situation de combat politique classique. Il y a des gens qui aiment M. Karoui et qui font tout pour en faire un président, pour avoir eux-mêmes des privilèges comme d'autres, et il y en a d'autres qui disent on ne veut pas. Et l'autre rumeur, parce qu'on a beaucoup à Tunis, il suffit de faire un vieux trottoir, et vous remontez, vous écrivez un livre tous les jours. L'autre rumeur, c'est qu'en fait, M. Karoui a procédé à une stratégie d'harcèlement de la justice et de l'ISI, puisque lundi, ses avocats auront déposé d'abord une lettre au l'ISI pour reporter dimanche, l'ISI a refusé, ils reprennent simplement qu'il la dépose au tribunal administratif, qui peut statuer donc demain au vendredi, et il a fait courir le bruit que s'il n'est pas libre avant jeudi ou avant vendredi, il écrirait une lettre à 20h pour dire qu'il se retire du deuxième tour, pour que le deuxième tour n'ait plus aucune signification politique. Et comme par hasard, le même tribunal qui il y a 8 jours disait qu'il était incompétent pour ouvrir le dossier de M. Karoui, hier il est devenu compétent, et non seulement il a été compétent, mais il a dit dans un arrêt très très dur qu'il casse la décision sans renvoi, et surtout que toute la procédure faite contre M. Karoui est illégale, et de ce fait, il y a une annulation pleine et entière, cher Yasser, du mandat de dépôt qui sera en droit réputé comme ayant existé, et il posera après la question que M. Karoui soit pas que c'est 48 jours. Vous parlez de Karoui, vous voyez, ça coupe, hein. C'est quand même bizarre cette histoire, Tarek Mami. Vous parlez de Karoui et de tous ces démêlés, et la communication se détériore. Bon, alors, juste une toute petite dernière question, Yasser, le deuxième tour là, qui va opposer Monsieur Karoui à Monsieur Sayed dimanche. Kais Sayed. Tu le sens comment, Yasser? Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible parce que les mains qui aident sont bien plus grosses que les candidats eux-mêmes. Pardon. Oui, très très bien. Tarek Mami, depuis Tunis. Je dis oui. J'ai dit oui à ce que dit Yasser, je rajoute rien sur ce point-là. C'est lui qui peut ce soir acheter une boîte de cristal et pour dire voilà un tel qui va sortir. Ben moi j'irai tout de suite acheter la boîte de cristal pour l'emmener au studio de France Maghreb. Très bien. On ne sait pas comment ça va se passer. Et Yasser, je pense qu'il est au courant de notre coup de tonnerre, un deuxième article que nous avons mis sur le site de la radio. Notre coup de tonnerre, c'est qu'il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement des jeunes tunisiens, qui a sorti un tweet lundi dernier, donc il y a 3 jours, pour dire que celui qui a recueilli les 10 000 parrainages de Kais Saïd, celui qui a tout fait depuis 3 ans pour que Kais Saïd soit candidat et au premier tour, et le tweet assassin se termine chaque Christophe par Monsieur Kais Saïd, vous ne serez pas élu, en quelque sorte, et surtout la phrase finale,
nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Donc, des opérations de manipulation extraordinaires en Tunisie, en termes de communication. Le mode de scrutin, surtout pour la législative, n'aide rien à la transparence. Monsieur Kais Saïd a disparu depuis pratiquement 8 jours. On dit qu'il est chez lui, protégé par la police. On l'a pas vu dans la rue, lui qui sillonnait le café. Et nous-mêmes, à France Maghreb 2, on avait un super contact avec lui. Et donc, depuis que je suis à Tunis, je cours derrière. Et j'ai même proposé que je le rencontre pour un café, juste pour un échange, sans interview, sans quoi que ce soit. Et tous les jours, il me la prend à la tunisienne. Demain, on vous appellera. Merci Tarek pour ce point complet donc sur les législatives de dimanche dernier et sur ce second tour qui se profile à l'horizon et qui aura bel et bien lieu puisque le débat est annoncé entre les deux candidats. Ça promet quand même d'être intéressant demain soir sur les 3 chaînes de télévision tunisiennes. Alors sur la chaîne publique nationale, oui. L'équivalent de France Maghreb 2, de France Télévisions. Ah ouais, vous êtes enflammé là, ça viendra un jour, Yasser. Commencez pas à ricaner. Non, c'est pas Yasser, il a rien fait, Yasser. En tout cas, j'ai entendu quelqu'un ricaner. C'est Céline. Voilà. Et par contre, toutes les télévisions, il y en a 5 ou 6 sur Tunis, vont la reprendre. La Zitouna, parce qu'elle soutient plutôt Kais Saïd et qu'elle est plutôt avec Narda. Celle de, bien sûr, Nesma, celle de Karoui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct dans le grand forum. Adama Traoré, le militant de Aulnay-sous-Bois, est sorti de garde à vue. C'est ce qu'on vient d'apprendre à l'instant. Donc preuve que tout a été fait, en tout cas pour empêcher la tenue de cette manifestation. Aussi, Céline Yasser. On y va. Dites donc, alors qu'il y en a un qui a fait mine de vouloir s'en aller, mais heureusement il est resté. Yasser Louati. C'est pas vrai. Ouais, j'ai un rendez-vous. Hein, il a tenté l'union sacrée en plus avec Ossine. C'est pas vrai. Ah bon? Attends, attendez. Il a tenté. Voilà, ça y est. Mais c'est vrai qu'Ossine est resté incorruptible. Voilà, merci de le signifier. Bon. Je change du jeudi maintenant, je peux passer au mercredi. Tu passes à ce que tu veux, mon cher Louati, parce que tout se termine par I, donc t'es chez toi. Alors on y va. Merci. Mes questions ont tout un rapport, vous le savez, avec la date d'aujourd'hui ou presque, d'ailleurs. Ah d'accord, je savais pas. Ah bah si. T'as vu, déjà, je pars d'un... Non, c'est le principe du jeu, du quiz. Mes questions ont un rapport avec ce qui s'est passé un 10 octobre, d'accord ? Et attention à celui ou celle qui répond avant la fin de ma question, je lui enlève un point. On est d'accord ? Allez, c'est parti. Première question. Il y a de la triche. Soyez sérieux. Il n'y a pas de triche. Non, on enlève mon micro. Oui, calmez-vous, Sinras. Dans quel pays d'Amérique du Sud la guerre civile a-t-elle éclaté en 1559 1559 Oui. En Colombie? Quel pays? Non. Venezuela? Non. Chili? Non. Pérou? Non. Venezuela? Argentine? Non. Argentine? Oui. Exactement, en 1859. Argentina. Premier point pour monsieur Osinras. Deuxième question. En 1903, première commercialisation d'un médicament. Lequel? Coca-Cola. L'aspirine, Céline, pardon. Bonne réponse. Très bien, bravo. 1 partout. Troisième question. Je cherche à présent un écrivain, journaliste et homme politique français mort en 1939. Il a participé à la fondation du Parti communiste français. Oh punaise. De qui s'agit-il? Il y a beaucoup d'écoles qui portent son nom d'ailleurs. C'est pas le... Attends, c'est... Attention. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est pas passé. Il aurait pu se passer. Non. On annule cette question. Allez, on passe à autre chose. Paul Langevin. Non. Paul Éluard. Non. Paul Vaillant. Couturier. C'est monsieur Cédras qui l'a dit. Oui, je suis mais désolé. bon, moi je suis quelqu'un de joueur et franchement, tu nous as trop aidé. J'accepte pas le point. D'accord. Ok, non, mais il y a pas de problème. Toujours. Alors, il restait que la dernière syllabe à trouver. C'était facile. Vous êtes nuls à ce point-là, je sais, mais bon. 1 pour Céline, 1 pour Ossine, 0 pour Yasser. Combien pour Yasser? J'ai pas entendu. 0. Ah, d'accord, excuse-moi. Je cherche une chanteuse française morte en 1963 à Grasse. Surnommée la Môme. C'est moi, c'est toi. Non, c'est Yasser. C'est Yasser qui l'a eu. À côté, là, c'est Yasser qui l'a eu. On est d'accord. En plus, on est juste à côté. Donc, 1 point partout.
Attention, c'est la question décisive, la 5e, qui va vous départager et qui va désigner le vainqueur. Elle n'a rien à voir avec la date d'aujourd'hui. Dans quelle ville française est né Éric Zemmour en 58? Montreuil. Non. En quelle année? En 58. Il est pas né en Algérie? C'est France territoriale? Il est né en France, mais dans quelle ville française? Marseille? Non, c'est en banlieue parisienne. Ah, d'accord. Non. Saint-Denis? Saint-Denis! Oui, elle l'a eu, Céline. Saint-Denis. Moi, je demande. Il y a rien demandé du tout. Si, parce que c'est pas la date d'aujourd'hui. Ouais, bah déjà on s'en fout. Pourquoi t'as dit attendez. Je sais pas, j'ai pensé. Ouais, pour nous, il est né en Algérie, on savait pas. Non, il est né en 1958 à Saint-Denis, effectivement, ma chère Céline. Bravo, belle victoire, Céline Bory. C'était dur. C'était dur, un bon combat. Vous vous êtes livré à un bon combat. On remettra le couvert. Osinras, Yasser Louati, Céline Bory. Merci beaucoup. Osinras qui a fait preuve de. Oui, c'est vrai. Je sais pas comment on appelle ça. Oui, non, c'est vrai. Oui. C'est bien. Non, mais c'est vrai. Demain. De fair play. On reçoit voilà. un rappeur qui se met à l'écriture. Ah oui, c'est pas, je veux dire, c'est normal. Les rappeurs écrivent, non? Et rappeurs écrivent, puisque on recevra Alibi Montana qui nous sort un livre de la rue à la rime. Demain. Non, il écrit un livre. Il a écrit un livre. Il a aussi écrit des morceaux, bien sûr. Il sera avec nous demain. Et demain, il y aura qui? Alors demain, il y aura Audrey Pronosti, il y aura Dounia Tebaoui et il y aura Farid Temsamani. Demain, entre 16h et 18h. Donc une belle équipe encore qui va nous offrir un beau quiz. Merci à tous les trois. Et à très vite, les amis. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao. Il est 18h et vous êtes bien sur France Maghreb 2. Le rappel, le journal avec Sophie Tarence. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. La Turquie prend le risque d'aider Daesh à reconstruire son califat. Les mots d'Emmanuel Macron qui a sévèrement dénoncé l'invasion militaire turque en Syrie. Les bombardements ont fait ce soir de nouvelles victimes civiles. Un camouflet pour le président de la République. Sa candidate pour la Commission européenne, l'ex-ministre des Armées Sylvie Goulard est persona non grata. Les eurodéputés ne lui accordent aucune légitimité. Et puis, faut-il se méfier des compléments alimentaires? Oui, répond une étude de 60 millions de consommateurs. En plus d'être inefficaces pour certains, ils peuvent même être nocifs pour la santé. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce soir. Doit-on s'attendre à une simple condamnation ou à des sanctions contre la Turquie? La Turquie qui a lancé hier soir une offensive militaire dans le nord-est de la Syrie, là où se trouvent les milices kurdes, alliées de la coalition internationale, mais considérées comme des terroristes par Ankara. Le président de la République française a réagi ce soir et il a condamné sévèrement. Je condamne avec la plus grande fermeté l'offensive militaire unilatérale qui est en cours en Syrie. Et j'appelle la Turquie à y mettre un terme le plus rapidement possible. Aujourd'hui, la Turquie est en train d'oublier que la priorité de la communauté internationale en Syrie est la lutte contre Daesh et le terrorisme. Elle est en train de faire courir un risque humanitaire à des millions de personnes. Et ce risque, le risque d'aider Daesh à reconstruire un califat, et ce risque humanitaire, c'est la responsabilité seule que prend la Turquie devant le reste de la communauté internationale. Et déjà, plusieurs pays ont rappelé leurs ambassadeurs, les Pays-Bas, l'Italie, et ce alors que les bombardements se poursuivent. 6 civils ont été tués cet après-midi. L'Allemagne veut augmenter considérablement ses forces de sécurité. Annonce du ministre de l'Intérieur allemand au lendemain de l'attaque d'une synagogue à Halle, une ville située à l'est du pays. Attaque qui a coûté la vie à 2 personnes. L'homme interpellé appartiendrait à la mouvance néo-nazie. Un revers pour la France et pour Emmanuel Macron à la Commission européenne. La candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire européen a été largement rejetée par les eurodéputés. 82 voix contre et 29 pour. L'ancienne ministre des Armées paye ainsi son implication dans diverses affaires, Marie Dompère. Oui, et c'est aussi ce qui lui avait coûté sa place au gouvernement il y a 2 ans. 2 enquêtes sont en cours, dont une sur les emplois présumés fictifs au Modem, son ancien parti. Là où Sylvie Goulard s'est sans doute tiré une balle dans le pied, c'est que pendant ces 2 auditions, elle n'a pas été très claire sur l'attitude qu'elle adopterait en cas de mise en examen, laissant entendre qu'elle ne démissionnerait pas forcément, ce qui n'a pas rassuré les députés. L'Élysée a regretté un jeu politique. Emmanuel Macron a même évoqué la question lors d'une conférence de presse à Lyon en disant qu'il aimerait bien comprendre. C'est en tout cas une belle claque pour le chef de l'État. Jamais une candidature française n'avait été rejetée à Bruxelles. Emmanuel Macron doit maintenant échanger avec la présidente de la Commission afin de proposer une nouvelle candidature. Emmanuel Macron qui présidait aujourd'hui le sommet du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Sommet fructueux puisque le chef de l'État est parvenu à convaincre de nombreux pays d'augmenter leurs contributions.
Objectif atteint puisque les 14 milliards de dollars réclamés pour éradiquer ces maladies sur 3 ans seront bien débloqués. C'est inespéré, a réagi le président de l'association AIDE. 3 ministres en déplacement à Rouen demain, 2 semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol. Elisabeth Borne, ministre de l'écologie, Agnès Buzyn de la santé et Didier Guillaume, ministre de l'agriculture. Ils doivent mettre en place un comité de suivi. Aujourd'hui, des perquisitions ont été menées au siège de l'entreprise pour tenter de comprendre l'origine du feu. On en prend pour lutter contre la fatigue en hiver, lorsqu'on a des carences en fer, en vitamines ou encore pour booster sa mémoire. Mais faut-il se méfier des compléments alimentaires ? Le magazine 60 millions de consommateurs a passé au crible 120 de ses boîtes ampoules sirop. 120 des produits les plus vendus en France, plus grosse consommatrice d'Europe. Et Clémence Lobary, le constat n'est pas terrible. Effectivement. Alors déjà, l'efficacité de ces compléments est rarement confirmée scientifiquement. Les laboratoires qui les commercialisent ont juste pour obligation de détailler leur composition. Il n'y a pas non plus de réglementation européenne qui les encadre, contrairement aux médicaments. Et ensuite, il y a le nombre important d'additifs et de mélanges. Par exemple, l'Allura, un colorant rouge utilisé pour une teinte à certains comprimés. Il favoriserait l'hyperactivité chez l'enfant. D'autres favoriseraient les désordres digestifs et certaines vitamines comme la mélatonine, même en faible quantité, risquent ainsi de perturber les cycles de sommeil. Enfin, il y a les risques de surdosage comme la vitamine A qui peut avoir des effets sur les os ou le foie. Et les médecins interrogés par l'étude rappellent qu'une alimentation équilibrée apporte tous les nutriments dont le corps a besoin. 2 auteurs récompensés par le prix Nobel de littérature, l'Autrichien Peter Handke ainsi que la Polonaise Olga Tokarczuk. La Coupe du monde de rugby, France-Angleterre et Italie-Nouvelle-Zélande purement et simplement annulée. Une décision de la Fédération internationale alors qu'un typhon particulièrement puissant approche des côtes du Japon et notamment de la région de Tokyo. Voilà pour ce qu'on pouvait retenir de l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.